Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Viken Kayayan Alvarado, qui va nous parler de diaspora, réseau et solidarité transnationale, analyse des parcours migratoires des réfugiés syriennes arméniennes installés au Liban et au Québec. Allez, Excellent. Viken. Merci, Deidre. Je vais juste mettre ça ici. Ok. Bon, bonjour à tous. Mon nom c'est Viken Kayayan. Je suis doctorant en anthropologie ici à l'Université de Montréal et justement sous la direction de Madame Deidre Maintel. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats préliminaires de ma recherche doctorale. Le titre, c'est Diaspora, réseau et solidarité transnationale, analyse des parcours migratoires des réfugiés syriens arméniens installés au Liban et au Québec. Avant de commencer, un petit mot pour remercier pour l'organisation de ce colloque, ainsi que pour remercier la fondation Calouste Gulbenkian et le CERDA pour leur bourse d'études. Donc le plan pour aujourd'hui, je vais commencer avec une brève contextualisation. J'enchaîne ensuite avec la problématique et les objectifs de mon projet. J'aborde ensuite les concepts clés, la méthodologie, et je vais terminer avec quelques résultats et analyses préliminaires. Bon, malgré le contexte actuel, la Syrie fut autrefois la terre d'accueil de milliers de réfugiés. Vers 1922, la ville d'Alep avait reçu autour de 20 000 réfugiés arméniens. C'était des rescapés du génocide perpétré par les forces turco-ottomanes entre 1915 et 1923. Donc, dans sa majorité, ces personnes étaient des survivants des camps d'extermination situés à Deir el-Zor et des réfugiés de la Cilicie et d'Alexandrette rescapés et réinstallés par l'armée française entre 1919 et 1922. Mais bon, malgré le génocide et ce déplacement forcé, à la suite de leur réinstallation en Syrie, les Arméniens ont quand même réussi à s'incorporer assez rapidement à la vie sociale et économique du pays. Donc en 2010, presque un siècle après le génocide, autour de 120 000 personnes s'identifiaient comme syriennes arméniennes. Ces personnes se trouvaient surtout dans le nord du pays, notamment à Alep, mais aussi dans la capitale nationale du pays, Damas. À Alep, la communauté arménienne avait réussi à monter plusieurs églises, des centres éducatifs, des clubs, des associations culturelles, etc. Et plusieurs commerçants arméniens avaient aussi monté des magasins qui dynamisaient quand même l'économie de la ville. Fait qu'avant le conflit syrien de 2011, il semblerait que les Syriens arméniens étaient relativement bien placés dans les plans économiques et politiques. Selon un rapport effectué par la prélature arménienne d'Alep en 1996, la grande majorité des Syriens arméniens faisaient partie en fait des classes moyennes du pays et autour du 15% d'entre eux faisaient partie des classes aisées. D'après ce même rapport, plusieurs personnes d'origine arménienne participaient aussi au sein du parti politique officiel, le Baas. Sur ce, il semble que les gouvernements de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad se sont montrés relativement ouverts face à la communauté arménienne de la Syrie. Donc, étant donné les bonnes relations avec l'État syrien, lors de l'éclatement du conflit en 2011, les Syriens arméniens ont été classés comme une minorité alliée au régime. À Alep, tout bascule lors de l'éclatement du conflit en 2011 et plus particulièrement en 2012, étant donné que les populations chrétiennes ont été directement ciblées et persécutées par des groupes rebelles et islamistes. Selon plusieurs sources humanitaires, des milliers d'Arméniens ont été tués et nombreux ont été kidnappés. La plupart des églises arméniennes du pays ont été brûlées, bombardées ou profanées, et de nombreux commerces des quartiers arméniens ont été saccagés. C'est que face à cette situation, la grande majorité des Syriens arméniens ont dû abandonner le pays. Bien évidemment, les Syriens arméniens ne sont pas les seules victimes de ce conflit meurtrier. C'est une guerre qui date déjà de plus de 10 ans et qui est toujours en cours et qui nous laisse avec un bilan très très lourd. Sur ce, on estime plus de 380 000 morts, environ 5,6 millions de réfugiés à l'extérieur du pays et autour de 11 millions de déplacés internes. Donc, quant aux Syriens arméniens, plusieurs sources indiquent que bien plus de la moitié de la population syrienne arménienne a dû abandonner le pays. Fait que la grande majorité des Syriens arméniens se sont en fait dirigés vers l'Arménie et beaucoup d'autres sont allés au Liban et vers plusieurs pays occidentaux, dont le Canada, notamment le Québec.
Fait que ma recherche va s'intéresser spécifiquement au cas du Liban et du Québec. Fait que cette migration m'intéresse d'une part, car il semble que la diaspora arménienne s'est mobilisée très activement afin de soutenir ces personnes et faciliter leur migration et leur accueil. Et d'autre part, car les mémoires liées au génocide semblent avoir donné sens aux expériences d'exil actuelles. Il semble également que c'est cette mémoire du génocide qui a motivé la diaspora pour soutenir leurs coethniques en danger. Donc le cas le plus représentatif de cette migration, comme je vous disais, est celui de l'Arménie, un pays qui accueille jusqu'à aujourd'hui plus de 30 000 réfugiés syriens d'origine arménienne. C'est un cas qui n'est pas très connu dans les médias et qui vaudrait la peine d'analyser, mais je vais le laisser de côté pour cette présentation. Je vais me centrer plutôt au Liban, un pays où nombreux de Syriens arméniens se sont également dirigés. Fait que, petite parenthèse pour rappeler que ce pays accueille jusqu'aujourd'hui plus de 1,1 million de réfugiés de la Syrie et plus de 600 000 réfugiés palestiniens. C'est donc le pays avec le taux de réfugiés per capita le plus élevé au monde. Il faut également mentionner que les conditions de vie de ces personnes au Liban sont extrêmement précaires. Bon, pour ce qui est des Syriens arméniens, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que leur situation est un peu différente, voire un peu moins pire, car la communauté arménienne, justement du Liban, s'est mobilisée afin de les soutenir. Donc au Liban, des milliers de Syriens arméniens se sont installés en fait à Bourj Khamboud, c'est le quartier arménien dans la périphérie de Beyrouth, et à Anjar, c'est un petit village dans la vallée de la Bekaa, aussi à majorité arménienne. C'est qu'un aspect très intéressant de ces deux localités, c'est qu'en 1920, ces lieux ont été aussi des camps de réfugiés où les survivants du génocide arménien se sont réinstallés. Donc à Bourj Khamboud, par exemple, quand les premiers Syriens arméniens sont arrivés, des nombreuses églises, organisations, institutions arméniennes locales se sont justement mobilisées afin de les aider. Donc au total, on calcule qu'entre 2012 et 2015, autour de 15 000 réfugiés syriens arméniens se sont installés au Liban, et ce, en suivant leurs liens familiaux, amicaux et diasporiques. Enfin, mentionnons que le Liban a aussi servi comme un pays de transit. En effet, il semble qu'une bonne partie des réfugiés qui sont allés par exemple en Arménie ou même ici au Canada ont transité préalablement par Beyrouth. Donc, comme je le soulignais, ces preuves de solidarité diasporique se sont étendues jusqu'au Canada, notamment au Québec. Pour ce qui est du Canada, rappelons qu'en 2015, le gouvernement libéral s'est engagé dans un ambitieux projet qui, jusqu'aujourd'hui, a permis la réinstallation de plus de 60 000 personnes de Syrie dans le pays. Et la province du Québec est d'une importance assez particulière, vu que depuis 2015, on a accueilli plus de 13 000 réfugiés de Syrie. Et d'entre eux, on estime que plus de 80% ont été admis à travers le programme de parrainage par des collectivités, ou ce qu'on appelle aussi parrainage privé. Donc c'est quoi ce programme de parrainage? C'est basiquement lorsqu'une entité privée ou un groupe de 2 à 5 personnes font un contrat ou une entente avec le gouvernement pour prendre en charge l'accueil et le soutien économique d'une personne ou d'une famille réfugiée pendant 1 an. C'est un programme qui a été historiquement utilisé par les minorités ethniques et religieuses de la province et aussi par les familles migrantes. Donc au Québec, justement, c'est la communauté arménienne qui s'est mobilisée très activement pour parrainer et accueillir des réfugiés de Syrie, notamment de personnes d'origine arménienne, et ce, à partir des familles et des organisations arméniennes locales. Donc on estime qu'à peu près 3000 personnes syriennes arméniennes ont été réinstallées au Québec entre 2015 et 2019. Puis il y a un organisme en particulier qui s'appelle Haïdoun, ce qu'en arménien signifie maison arménienne, qui a pris en charge justement le parrainage de milliers de personnes réfugiées, non seulement de la Syrie, mais de l'Irak aussi, notamment de personnes d'origine arménienne, bien entendu. Donc on voit que grâce au réseau diasporique formel, donc les organismes, les églises, les associations, mais aussi grâce au réseau informel, donc les liens familiaux, amicaux, communautaires, grâce à ces réseaux, des milliers de personnes ont pu être réinstallées au Québec. Donc tous ces indices font preuve non seulement de la présence de cette minorité ethnique au Québec, mais nous proposent aussi la possibilité d'aborder plusieurs thèmes de recherche. Premièrement, l'importance des réseaux. On voit qu'ils jouent un rôle primordial lors de l'accueil et les moments d'incertitude.
comme on le verra, ces réseaux peuvent assurer la survie, l'insertion économique et pour certains des mobilités locales et transnationales. Deuxièmement, on voit un autre thème important, c'est justement l'importance de ne pas englober ou plutôt de ne pas réduire les identités ethniques des réfugiés à la catégorie nationale du pays d'origine. Enfin, troisièmement, un sujet qui me passionne quand même est celui de la mémoire, car nous voyons qu'il y a une mémoire collective liée à un passé tragique dans le génocide qui peut motiver l'activisme, le soutien local et transnational. Et on voit aussi que cette mémoire peut parfois donner naissance aux expériences d'exil actuelles. Donc les objectifs de ma recherche doctorale, l'objectif général, c'est étudier sous une optique transnationale les parcours migratoires des réfugiés syriens arméniens installés au Liban et au Québec. Comme objectif spécifique, j'ai premièrement d'identifier les stratégies de survie, d'incorporation et de mobilité développées par ces personnes. Deuxièmement, repérer les différentes appartenances et solidarités qui se sont mobilisées durant les trajectoires migratoires. Troisièmement, étudier le travail des organismes, des églises, des écoles arméniennes, etc., qui ont soutenu ces personnes. Quatrièmement, explorer les conditions de vie des réfugiés avant l'arrivée au Québec, pendant la phase de transit au Liban. Et finalement, d'explorer les parallélismes symboliques entre le génocide de 1915 et les expériences arméniennes pendant la guerre en Syrie. Donc, quant au concept clé, rappelons premièrement que le concept de réfugié est faussement construit autour de la notion de sanctuaire. Donc, on voit tout le temps les réfugiés comme si c'était des individus qui ont perdu leur agentivité, comme s'ils étaient dépendants ou en constante besoin d'aide. Cependant, tel que l'anthropologue Alessandro Mansuti nous le rappelle, les réfugiés sont en mesure d'utiliser leurs ressources sociales et culturelles pour surmonter des barrières. Donc, en tenant compte de ce principe, je pense qu'il est pertinent d'étudier les réseaux des réfugiés, c'est-à-dire l'entrelacement de relations sociales qui peuvent être mobilisées dans des situations particulières. Donc, cette approche nous permet d'entrevoir les personnes réfugiées comme des acteurs actifs dans le jeu social et de dévoiler les stratégies qui sont mobilisées par ces personnes à partir de leurs liens sociaux. Bon, remarquons aussi que les réseaux recouvrent le local et le transnational, fait que les personnes réfugiées vont avoir des liens familiaux, amicaux, communautaires qui vont au-delà des frontières nationales et qui jouent donc dans un espace social transnational. Nous prenons cette approche du réseau comme un outil analytique pour une meilleure compréhension des parcours migratoires et d'établissement. Mais bon, malgré les apports de cet outil analytique, il y a plusieurs nuances à faire. Une nuance principale concerne justement les réseaux ethniques, car même s'ils sont utiles et peuvent incorporer les personnes dans leur nouveau milieu de vie, il y a également des effets négatifs ou des downsides, comme dirait le sociologue Alejandro Portes. On parle notamment de l'isolement social, la ghettoisation ou même de l'exploitation dans le milieu de travail. Bon, au-delà des expériences sociales, il reste à appréhender justement le côté subjectif de cette migration. Dans ce cas, je m'intéresse à aborder, comme je vous disais, la question de la mémoire sociale et je vais tenter de le faire à partir du terme de diaspora. Donc, comme nous le savons, le terme de diaspora est aujourd'hui quand même assez surutilisé, polémique et même polysémique. Cependant, je pense que le terme pourrait être réutilisé et réapproprié en le prenant comme un cadre analytique qui nous permettrait d'étudier, disons, des caractéristiques spécifiques des groupes en dispersion. C'est qu'en suivant cette logique, je me suis penché sur les travaux de Steven Vertovec qui stipule 4 formes diasporiques, donc 4 formes d'appréhender les diasporas. Donc, je ne vais pas expliquer les 4 formes à cause du temps, mais je propose de me centrer sur la forme de conscience diasporique, donc celle qui est liée à l'identité et la mémoire collective des groupes en dispersion. Donc, grosso modo, c'est la forme de conscience diasporique qui me permettra d'étudier les sens attribués à l'expérience migratoire à partir des traumatismes du passé. C'est aussi cette forme diasporique qui me permettra d'étudier les motivations derrière pour soutenir ces personnes. Bon, quant à la méthodologie, ma recherche privilégie une approche qualitative et transnationale. Sur ce, je mène un travail de terrain ethnographique multisite sur 2 territoires, le Québec et le Liban. Et dans ces 2 territoires, je mène des entretiens de type récit de vie thématique auprès de personnes réfugiées syriennes, arméniennes, et des entretiens semi-structurés auprès d'intervenants et de représentants d'églises, organisations, écoles, etc.
Et qu'au total, je vise à faire 8 et 8 entretiens de type récit de vie au Québec et au Liban, et 7 et 7 pour ce qui est des intervenants. C'est qu'à date d'aujourd'hui, j'ai déjà réalisé 6 entretiens de type récit de vie au Québec et 7 entretiens auprès d'intervenants au Québec. Bon, quant aux résultats préliminaires, notons premièrement que les personnes réfugiées rencontrent de nombreux défis tout au long de leur trajectoire d'exil. Ces défis vont de survivre la guerre et réussir à sortir de la Syrie jusqu'à trouver un moyen pour la réunification familiale au Canada. Avant d'arriver au Québec, donc durant la phase de transit au Liban, les personnes ont pu expérimenter des situations augmentant justement leur précarité, et ce, à différents niveaux, sur différents plans. Néanmoins, comme vous le savez, une fois arrivé au Québec, les défis de refaire sa vie dans un nouveau pays existent encore. Donc, face aux nombreux défis, les personnes réfugiées déploient leur réseau afin de trouver des stratégies pour surmonter des barrières. Donc, les réseaux des réfugiés sont aussi très variés, mais nous pouvons les catégoriser en 3 grands groupes. Premièrement, les réseaux informels, donc tout ce qui est en relation avec la famille, proche ou éloignée, les amis, les liens communautaires ou ethniques, etc. Deuxièmement, les réseaux formels, c'est-à-dire ce qui est en relation avec des organismes communautaires ou internationaux, ainsi que les institutions politiques, religieuses, diasporiques, éducatives, etc. Et finalement, les parrains qui peuvent être aussi liés à la fois au réseau informel ou même au réseau formel. C'est qu'à travers la mobilisation de ces 3 types de réseaux, les réfugiés parviennent à trouver différents types de soutien. Par exemple, du soutien matériel comme de l'argent, des prêts, des dons, du soutien informationnel et des conseils pour comment faire la RAMQ, comment avoir le permis de conduire par exemple, à trouver des sponsors au Liban, ainsi que des parrains au Québec, à trouver du soutien social et émotionnel. Et souvent, c'est aussi grâce à leur réseau que ces personnes vont réussir à trouver des emplois et même des logements abordables. C'est que ces stratégies et ces 3 types de réseaux vont fonctionner durant l'ensemble de la trajectoire migratoire et vont fonctionner aussi dans un plan local et transnational. Donc, je vous propose maintenant de regarder quelques témoignages qui font preuve justement de ce soutien. Donc, voici 2 témoignages de soutien trouvés durant le transit au Liban. Le premier fait référence au soutien issu des réseaux informels et le deuxième des réseaux formels. Donc, dans le cas du premier témoignage, la personne a réussi à obtenir le permis de séjour au Liban, donc ce qu'on appelle aussi le kafala, grâce à un ami libanais arménien, et que ce dernier est devenu son sponsor et celui de sa famille. Dans le deuxième cas, on parle d'un soutien en forme de dons d'argent et de médicaments pour une personne dont sa fille est très malade. Dans cette occasion, le soutien est venu d'organismes et de partis politiques arméniens locaux, notamment de Bourj Hamoud, plus spécifiquement du Parti révolutionnaire arménien, le Dajnak, et du Parti socialiste arménien, le Hunchakian. Voici maintenant quelques témoignages sur le soutien durant la réinstallation au Québec. Le premier relève l'importance des réseaux transnationaux à la fois formels et informels qui ont permis à cette personne d'être réinstallée au Québec sans rien payer. Le deuxième témoignage concerne les réseaux informels et la forme dont ils facilitent l'incorporation économique des personnes. Dans ce cas, des réseaux informels sont déployés même avant l'arrivée au Québec et permettent donc l'accès au travail assez vite une fois la personne est déjà arrivée ici. Enfin, le troisième témoignage parle du soutien fourni par les réseaux formels au Québec, dans ce cas à partir de l'organisme parrain Haïdoun, qui offre aux personnes réfugiées un accompagnement vraiment hors du commun. C'est que cet accompagnement va de l'accueil à l'aéroport jusqu'à l'inscription des enfants à l'école. Bon, finalement, un dernier témoignage concernant les réseaux informels au Québec. On voit qu'ils permettent de trouver assez vite du travail, mais parfois cet emploi, ça se déroulera dans des conditions précaires et même dangereuses et d'exploitation. On voit donc ici un downside des réseaux ethniques. Bon, pour ce qui est du sujet de la mémoire, je vous propose qu'on lise un témoignage assez représentatif sur comment la mémoire du génocide
donne sens aux expériences vécues durant la guerre et durant l'exil. Fait que cet homme syrien arménien me dira: As a Syrian Armenian, you came as a refugee to Syria, and then you came again as a refugee to Germany, Canada, Lebanon, or whatever. A refugee 2 times. You're taking with you a post-traumatic or transgenerational trauma. We grew up on these stories of the Armenian genocide. We have seen some of the pictures in our archives. Of course, these were all 100 years ago, but in Syria, we have seen them on YouTube. Like the things that your grandparents used to tell you about the decapitations, raping, slaughtering people, burning them alive, and all this stuff. You think that this stuff was in the past, it's gone. But unfortunately, it seems that the past is not dead, because it's not even a past. So the past is not past yet, it's ongoing. And this is what we have seen in Syria. All these horrendous crimes that were documented, it reminded me, of course, of the Armenian genocide. Enfin, un témoignage qui démontre que la mémoire traumatique peut aussi influencer et motiver la diaspora à soutenir les coethniques. Dans ce cas, un exemple d'une intervenante qui a accompagné de nombreuses familles réfugiées syriennes arméniennes au sein de Haïdoun, l'organisme parrain dont je vous parle. C'est qu'elle me dira: il y a une raison pourquoi on aide our own. Dans l'histoire de notre peuple, on a eu déjà assez. On a une raison de pourquoi toi et moi on fait partie d'une diaspora, non? Car on a vécu des vagues et des vagues de violence collective qui fait qu'on est un peu partout, qui fait qu'on a un grand réseau d'entraide. Pas parce qu'on voulait, mais parce que l'histoire a fait qu'on a dû faire ça pour survivre. Bon, pour terminer, quelques analyses préliminaires. On voit donc qu'il y a une sorte de relation dialectique, si on peut le dire comme ça, entre les réseaux, la mémoire et l'activisme et la mobilisation pour soutenir les coethniques. On voit que c'est une interrelation entre ces trois éléments qui peut résulter dans une forme de soutien, disons, positif, voire même hors du commun. Par contre, si ces éléments peuvent bénéficier les personnes réfugiées, ils peuvent aussi imposer quelques barrières. Comme nous l'avons observé, les réseaux ethniques peuvent par exemple incorporer les personnes réfugiées dans des niches économiques limitées, voire défavorisées, où les personnes peuvent être mal payées ou même exploitées. Ces réseaux ethniques peuvent aussi entraîner l'isolement social et le manque de socialisation avec la population locale. À titre d'exemple, des 6 personnes réfugiées que j'ai rencontrées ici au Québec, seulement une a appris le français. Et d'ailleurs, les autres personnes m'ont souvent dit qu'elles n'avaient pas besoin d'apprendre la langue, car leur milieu leur permettrait de vivre au Québec en parlant uniquement l'arménien, l'arabe et un peu l'anglais. Quant à la mémoire, quant à la conscience diasporique et la mémoire sociale, on voit que cette identification implique parfois une mémoire un peu quand même répétitive, et statique et coercitive. On voit donc que cette mémoire du génocide peut ainsi replonger les descendants dans une condition de victime prolongée. Enfin, quant à la mobilisation et l'activisme pour soutenir les coethniques, je pense que celles-ci peuvent également entraîner la politisation et la polarisation du soutien. Cette polarisation peut ainsi creuser encore plus les relations parfois antagoniques entre les différents groupes ethno-religieux du Moyen-Orient. Et dans le cas des Syriens arméniens, je vois que parfois, il y a justement des sentiments un peu de méfiance qui apparaissent, et ce, notamment envers les populations musulmanes. Fait que voilà, merci beaucoup, puis j'en serais ravi de prendre vos questions. Et voilà les références. Oui, justement, si vous avez des questions, veuillez lever la main. Je peux commencer avec une question à moi. Maintenant, Viken, je connais ton travail mieux que beaucoup d'étudiants et je me demande si tu regardes les Arméniens dans différents contextes nationaux. Est-ce qu'ils ont un style particulier pour vivre la transnationalité? J'ai été frappée par deux choses parce que je vois qu'en Syrie, ils avaient un positionnement relativement conservateur politique, comme c'est le fait aussi à Guatemala, de ce que j'ai lu de ton mémoire. Et il semble que les liens entre entrepreneurs sont
fort dans les différents contextes. C'est juste des bribes que je connais et je me demandais comment tu le vois. Ok. Comment je le vois? Premièrement, je pense qu'il y a des grandes différences au sein de la grande diaspora. Mm. Premièrement, il faut faire la différence entre les Arméniens qui habitent en République d'Arménie et ceux qui n'habitent pas. Les gens qui habitent en Arménie, justement, ils sont curieusement un peu moins conservateurs et qui deviennent un peu plus critiques vers la Russie et qui cherchent plutôt Mm. une démocratisation de la société. Mm. Alors que les Arméniens, par exemple, du Moyen-Orient, notamment du Liban, bah, avant ceux qui étaient en Syrie, parce que vraiment la communauté arménienne de Syrie, elle a été complètement anéantie, là. Mm. Mais les Arméniens du Liban sont quand même assez conservateurs. Par exemple, le parti là dont je vous parlais, le Dajnak, c'est un parti très conservateur qui, même s'il s'appelle Parti révolutionnaire, il est quand même assez conservateur. Puis, puis voilà, dans ce pays, par exemple, dans le Liban, le Dajnak, c'est le premier parti arménien, alors qu'en Arménie, tout le monde rejette ce parti. Fait qu'on voit déjà les différences, non? Puis après, il y a les communautés arméniennes en Occident, Mm. au Canada, aux États-Unis, en Mm. France, qui elles sont un peu entre les deux. Mm. Parce que certes, elles veulent aussi un peu la démocratisation de la République d'Arménie, par exemple. Mm. Elles luttent constamment pour la reconnaissance du génocide. Mm. Mais des partis politiques très conservateurs comme le Dajnak ont encore une grande influence dans ces communautés, même ici au Québec. Ouais. OK. Juste une question rapide. Les Arméniens au Québec qui sont venus dans cette vague, qui sont venus de la Syrie, est-ce que c'est drôle parce que les Québécois vont les classer comme des Syriens Hmm. et eux, je pense à quel point ils se voient comme Syriens. Ouais, c'est un élément très intéressant et justement, c'est un de mes objectifs de mon projet, c'est de voir comment ces personnes jouent avec leurs appartenances. Mm. Et bah, j'ai pas partagé dans cette présentation un témoignage, mais c'est un témoignage très intéressant d'une femme qui me dira que elle essaye de s'éloigner quand même un peu de l'identité syrienne parce qu'elle perçoit que c'est une identité très problématique. Elle me l'a dit comme ça. Mm. Et elle Mm. donne l'exemple de comment elle a réussi à trouver un logement à Ville-Saint-Laurent. Fait que ça, la proprio, apparemment, c'était une personne, une femme grecque. Et lorsqu'elle l'a appelé pour lui dire si elle pouvait louer son appartement, bah, la personne lui demande d'où tu viens. Elle lui dit de Syrie. La femme grecque lui dit directement non, je peux pas. Et Mm. à l'instant, elle lui dit ouais, je suis syrienne, mais je suis arménienne, je suis chrétienne. Et Mm. dans ce moment-là, la femme grecque lui donne Mm. l'appartement. Fait qu'on voit vraiment que ouais, cette identité Ah. nationale syrienne n'est pas vraiment mise de l'avant par ces personnes. Mm. Elles se reconnaissent avant tout comme arméniennes. Ouais. D'accord. OK. Bon, j'ouvre la discussion aux autres. Si vous avez des questions, de pouvoir le signaler. Oui, moi j'avais une question, Deirdre. Mm. OK. Salut, Viken. Oui. Ouais. Merci pour ta présentation. C'est toujours Mm. aussi intéressant de voir aussi où est-ce que tu en es et tout ça. Et en fait, je me demandais une question que je t'ai jamais vraiment posée, mais je me demandais ta position de chercheur en tant que, comme tu as des origines arméniennes, libanaises, etc. Est-ce que quel est l'impact pour toi sur ton terrain ici, et puis probablement dans tes préparations pour ton terrain au Liban? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que je trouve que c'est intéressant quand même. Il doit certainement y avoir quand même un minimum de connexion quand tu fais tes entrevues et tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Bah, c'est intéressant justement, Marie, parce qu'on a participé au sein du même projet de recherche à titre d'assistant où j'ai appris qu'il y avait des Syriens arméniens qui venaient au Québec. Avant ça, j'ignorais totalement. C'est que tu as vu quand même un peu l'évolution. Mais oui, c'est sûr. Pour commencer, je pense que qu'il faut mentionner que c'est quand même une population euh, un peu fermée.
Fait que moi, sincèrement, je pense que si j'avais pas un prénom et un nom de famille arménien, euh, cette recherche n'aurait pas eu lieu. Mm. Et même en ayant un nom de famille arménien, je peux te dire que c'est difficile parfois à rejoindre ces gens parce qu'ils sont justement un peu méfiants parfois. Mm. Deuxièmement, bah, il faut que je mentionne que je ne parle pas l'arménien. Je comprends un peu, mais je ne parle pas l'arménien. Fait que il y a aussi un autre côté un peu plus personnel et rigolo dans cette recherche, c'est que mon père, il a servi comme traducteur pour pas mal d'entretiens, presque tous. C'est qu'il y a aussi ce côté personnel qui m'attache évidemment à la recherche puis aux participants, mais en même temps, à nouveau un truc plus personnel, mais du fait que voilà, je ne suis pas totalement arménien, je suis né au Guatemala, ma langue maternelle c'est l'espagnol, etc. Ça m'a permis aussi de m'éloigner un peu pour ne pas tomber non plus dans des approches, disons, comment te dire, très essentialistes dans ce sens-là, notamment par rapport à la mémoire du génocide, etc. Ouais, je suis, genre, évidemment, je reconnais, ouais, mes ancêtres, ils ont subi un génocide, etc. Il faut que je maintienne cette position critique face à l'oppression, face aux régimes dictatoriaux, etc. Mais en même temps, je reste critique en disant que, ok, c'est important d'avoir cette mémoire, mais en tant qu'Arménien ou moitié arménien, la mémoire du génocide, ça va pas être la chose qui me définit, quoi. Fait que je pense que ça fait un bon mélange. Côté personnel qui m'attache, mais aussi un autre côté personnel qui me permet de m'éloigner un peu. Si je peux intervenir, je pense aussi le fait que tu es d'ascendance arménienne te permet d'être un peu plus critique qu'une personne complètement de l'extérieur. Comme tu exprimes par rapport à la mémoire diasporique, de poser des questions qui seraient très mal vues de la part d'une personne extérieure au groupe. Donc, Ouais, dans totalement. un sens, c'est un avantage. D'autres questions? Je trouve un peu désolant qu'il y a si peu de monde parce que j'ai trouvé les deux présentations passionnantes, chacune de leur façon. Et vous êtes à des niveaux différents, mais dans les deux cas, vraiment des présentations qui valent la peine. Je voulais aussi mentionner rapidement pour ceux qui ne le savent pas qu'il y a des gens qui ont branché le colloque en direct du Café Anthropo, puis il y a quelques personnes qui nous suivent de là-bas, donc ils sont tous derrière un écran commun, mais on est suivi un petit peu là-bas. D'accord. Environ 8 personnes apparemment, donc. Parfait, oui. Mais on peut passer à la table ronde doucement au prochain. Si vous voulez qu'on revienne avec Vincent, si vous avez des points entre vous ou pour passer vraiment au débat, je pense que. Ah oui. Ah oui. Oh, et quelqu'un a mentionné dans le chat que le premier cycle est en grève. C'est un peu dommage. Et vous vivez l'expérience des profs en cas de grève, c'est-à-dire de ne pas avoir d'auditoire bien moindre que d'habitude. Alors, Marie, qu'est-ce qu'on fait, à moins qu'il y ait d'autres questions? Mais je pense aussi, je ne sais pas si les deux présentateurs avaient peut-être des questions l'un pour l'autre, ou si l'Assemblée aussi voudrait intervenir ou revenir sur certains points plus précis des présentations de Vincent ou de Viken sur certains points qui ont été mentionnés tout à l'heure. Parfois, il faut laisser juste une minute aux gens de gérer aussi. Il y a une question dans le chat de Karine qui demande à Viken si tu pourrais donner d'autres exemples de downsides. Ouais, bien sûr. Fait que comme j'avais mentionné, il y a
bien évidemment celui de l'isolement social, ou plutôt du manque de socialisation avec les populations locales. Mais aussi, il y a aussi un aspect que j'ai pas trop mentionné, et ça fait partie du fait que j'ai pas réussi à rencontrer beaucoup de femmes syriennes arméniennes. Il y a aussi un aspect de genre dans ces downsides. Normalement, c'est justement les femmes migrantes ou issues de communautés ethniques minoritaires qui vont plus subir ces downsides. Et d'ailleurs, il y a une professeure très très connue, Marie-Thérèse Chicha, qui parle justement des effets positifs de justement pour les femmes migrantes de sortir de leur groupe d'origine pour aller socialiser ailleurs. Ça leur permet non seulement une vie avec moins de comment dire de responsabilité du groupe très pressé sur elle-même, mais aussi même de trouver des meilleurs emplois par exemple. Fait que voilà. Ça me rappelle un mémoire que j'ai évalué récemment, Sarah Wadfeld, où c'était sur des femmes entrepreneurs immigrants qui avaient réussi, et elles ont presque toutes mis l'accent sur le réseautage professionnel et pas le réseautage communautaire. Ceci dit, dans le réseau professionnel, s'il y avait un compatriote, parfois c'était positif, mais elles ont souligné l'importance de sortir des réseaux communautaires pour la réussite. Ouais, Très totalement. intéressant. Ça fait partie aussi d'un long débat en fait dans la sociologie et l'anthropologie des migrations là, si ces réseaux ethniques uniquement ethniques sont vraiment bénéfiques ou pas. On voit que dans certains cas ils le sont, dans d'autres un peu moins. Et pour les femmes, c'est ce que j'ai vu dans une étude il y a très longtemps avec Micheline Nabel sur les femmes immigrantes ouvrières. La surveillance communautaire est complète quand la femme travaille dans une affaire de réseau ethnique, et la liberté personnelle encore plus réduite, et c'est vraiment souvent des salaires plus bas. En échange, s'il y a un échange, c'est parfois le fait que l'employeur ethnique va être plus respectueux envers les obligations familiales, comme maladie des enfants, etc. Mais j'allais ajouter, pour faire du pouce un petit peu aussi là-dessus, c'est que mais moi, j'ai déjà vu autant, dans un cas que dans l'autre. C'est-à-dire, j'ai, par exemple, quelqu'un qui va me dire, «Moi, je veux rien avoir à faire avec, les gens qui viennent de mon pays. Moi, je suis au Canada, donc je veux vraiment pas rencontrer de gens de là-bas. Moi, je veux que tous mes amis soient québécois» et cetera. Puis dans un autre sens, une autre dame qui va me dire, comme tu as dit, Week-end, il y a des gens qui te disent qu'ils sont là juste, ils ont pas appris le français, puis ils ont pas spécialement comme projet d'apprendre le français, etc., qui pensent que ça leur suffit de parler arménien, arabe, un peu anglais, etc. Donc je pense que ça dépend du milieu, puis ça dépend des projets, puis ça dépend même de la personnalité à un certain degré, puisque il n'y a pas toujours les mêmes approches aussi dans le comment faire une fois ici, etc. Donc, mais est-ce que tu as rencontré des gens qui, justement, seraient comme dans le premier cas, c'est-à-dire je veux rien avoir à faire avec... Parce que c'est vrai que la communauté arménienne est très soudée ici à Montréal. Est-ce que tu as rencontré ou entendu parler de gens qui, au contraire, vraiment vont prendre un pas en arrière par rapport à la communauté ou etc. Dans le cas des Syriens arméniens, non, pas du tout. Ils restent vraiment ancrés dans leur communauté ethnique. Mais d'autres éléments que tu mentionnes, comme la motivation de vraiment aller socialiser ailleurs, ou plutôt de s'incorporer à la société québécoise, ça par contre je l'ai vu justement dans le projet où on a tous les deux participé avec des personnes réfugiées de Syrie. Bien évidemment, là c'était plutôt de toute confession et toute origine ethnique confondue. Mais ouais, en effet, il y a des personnes qui justement pensent comme ça. D'autres, dans le cas des Syriens arméniens, au moins de ceux que j'ai rencontrés, ce n'est pas le cas. Il faut aussi considérer que la majorité des gens que j'ai rencontrés ont été, c'est justement l'organisme parrain qui m'a donné les contacts. Fait que, ouais, mais c'est intéressant quand même là parce que
plusieurs personnes ont déjà 3-4 ans au Québec et elles parlent que dalle français. Fait que Oui. Je vois qu'il y a des questions qui viennent du café étudiant. Je viens de voir, c'était dans une autre section. Il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait la question, c'est pour Vincent. S'il y avait des statistiques en lien avec l'évolution des populations de Green à travers les différentes époques. Je pense qu'on l'a déjà posé, celle-ci. Oui, c'est ça. Il y en a une autre. Il y avait un autre de Javier. Il dit très intéressant, merci pour la présentation. Est-ce que le fait d'avoir vécu une double diaspora, c'est pour Viken, dans la mémoire collective des Syriennes arméniennes, est-ce que c'est important et mis d'avant, surtout lors de leur intégration dans les pays d'accueil? Est-ce que on voit une différence entre le Québec et le Liban? Ok, je ne suis pas sûr d'avoir compris totalement la question, mais donc si cette mémoire est mise de l'avant lors de l'intégration, je dirais que pas trop en fait, ou au moins pas dans les discours quotidiens. C'est vraiment en creusant un petit peu qu'on peut arriver à ce sujet, parce que c'est quand même des sujets un peu plus, je sais pas, qui requièrent un peu plus que la personne soit, je sais pas comment le dire là, mais en processus de réflexion ou introspection quoi. Fait que c'est en relation avec ma recherche, c'est justement pourquoi j'utilise la méthode des récits de vie. Parce que c'est une méthode qui permet justement d'aller explorer un peu les mémoires familiales, etc. Mais que ce soit un élément mis de l'avant au moment de l'intégration, peut-être que oui et non. Je sais pas comment le dire, là, mais je sais pas, par exemple, le 24 avril, le jour de la commémoration du génocide, ces personnes sont tout le temps présentes. Pour aller pour manifester quoi que ce soit, des événements. Il y a toujours des événements ici à Montréal et ces personnes sont là, elles sont présentes et elles socialisent aussi à ces moments-là avec la communauté arménienne locale. Fait que je dirais que oui, mais à la fois non, parce qu'elle ressort pas comme très facilement. Il faut quand même aller creuser un petit peu. Oui. OK. Myriam, vous avez une question? Oui, en fait, ce serait pour plus transmettre la deuxième question de Madame Bates. Question plus large, puis dans le fond, je pense qu'on peut peut-être la poser à tout le monde en même temps. Lorsque l'exploitation équivaut à l'esclavage, entre guillemets, moderne, que fait-on comme anthropologue? Je ne sais pas, Madame Bates, si vous vouliez développer sur votre question, on peut allumer votre micro, sinon je lance la question à l'auditoire. À l'auditoire, en fait, à nos panélistes, puis à notre animatrice. Oui, ben en fait, c'était une question un peu plus large, comme je dis. En fait, parce que Vincent a parlé Vin Kim, pardon, a parlé d'exploitation, des situations informelles de travail. Et c'est en fait, c'est une question plus large. Comment est-ce qu'on réagit quand on fait face, justement, et c'est simplement pour avoir vos idées, vos suggestions. Comment est-ce qu'on réagit si sur le terrain, on se retrouve dans des situations d'exploitation qui peuvent même aller jusqu'à des situations d'esclavage moderne ou se poser dans des réseaux de trafic humain? Je ne dis pas que tu as vu ça, Vin Kim, mais en fait, c'est une question plus large auquel j'ai pensé pendant ta présentation. Merci. Ouais, en effet, c'est pas une situation que j'ai vue nécessairement. Dans le cas de la personne justement qui me disait qu'elle s'est blessée plutôt dans le milieu de travail, que c'était mal payé avec des horaires très demandants, cette personne avait déjà quitté cette entreprise. Fait que j'ai pas eu comme la situation où je devais réagir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas, je pense qu'on a
le devoir aussi de la dénonciation. Là. On est en train d'aller envers ces populations qui parfois ont un vécu assez difficile. Je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est justement leur donner la parole, non? Trouver des moyens qui puissent transmettre ces réalités à la société en général. Puis voilà. Genre, j'aimerais ça être plus positive en disant comme ouais, on peut changer le monde, mais Ouais. ouais. Au fait, normalement, dans les formulaires pour le comité d'éthique, il y a une clause qui dit si on témoigne une situation illégale, on a un devoir de citoyen de le signaler. Dans les faits, normalement, sur le terrain, le plus souvent, on entend parler de ces choses, mais on n'est pas témoin. Et ça ça serait un travail en soi de creuser chaque fois pour assurer la vérité ou pas. Mais ça nous arrive, je pense, avec une certaine fréquence. Ouais. Autre réaction à cela? Je peux poser une question de Xavier qui était dans la question-réponse pour Vincent et pour faire du pouce sur l'idée d'immigration. C'est quand même bien qu'on fasse le lien entre les deux présentations. Est-ce qu'on sait si des gens de l'extérieur peuvent participer à la chasse? Déjà, il faut dire qu'aux îles Féroé, l'immigration est presque nulle. C'est-à-dire que, en fait, ça vient surtout. Déjà, le premier pays, c'est le Danemark en termes d'immigrants. Donc, ce n'est pas nécessairement une population qui est si distincte. Au niveau du langage, ils sont quand même dans la même famille linguistique, sont relativement proches. Puis, donc, il y a une certaine compréhension là, interculturelle. Après ça, à savoir, est-ce qu'on peut, c'est une bonne question, je n'ai pas lu nulle part que c'était interdit. Il faut dire aussi qu'à l'exception, bon, dans la capitale, c'est peut-être un peu plus multiethnique, mais dans les petits villages, c'est à peu près certain qu'il va y avoir seulement des habitants locaux. Par contre, ceux à qui on interdit l'accès traditionnellement, c'est les femmes. C'est-à-dire que les femmes vont participer aux graines de drape, mais seulement à l'étape où ça va être en fait de découper la viande. Donc, c'est un rôle assez genré là, en fait découper la viande, ensuite la faire sécher, puis finalement la servir. Tandis que les hommes, non seulement les graines de drape, ça a été un élément qui était important pour l'identité nationale, mais aussi pour l'identité masculine. C'est-à-dire que c'était un symbole de virilité. Un homme féroïen, il se jette à la mer, il capture les bêtes avec son couteau à la main. Puis même une femme, par exemple, qui est enceinte, qui verrait un grain de drape se dérouler, c'était porteur de malchance. Donc, ça leur aurait fait fuir les bêtes. Donc, il y avait des interdits à ce niveau-là. Puis, par exemple, il y a déjà une femme qui a participé à un grain de drape. Je l'ai lu dans un article, mais c'est un fait exceptionnel. Puis même aujourd'hui, je crois que la division est encore très, très genrée. Puis les statistiques disent qu'une très grande partie de la population soutient encore le grind. Par contre, j'ai trouvé aucune statistique qui compare la position des hommes et des femmes. Alors, ça serait intéressant de creuser, savoir si les femmes sont peut-être un peu plus réticentes à cette chasse-là, puisqu'elles n'y participent pas. Oui, j'avais peut-être une petite question. Dans le fond, est-ce que, je ne m'y connais pas beaucoup, mais est-ce qu'il y aurait des liens qu'il peut y avoir entre la chasse faite par les Premières Nations ici au Canada et eux, en fait? Oui, il y a nécessairement des liens. Déjà, cette coutume-là de chasse à la baleine, où est-ce qu'on va encercler le banc, puis qu'on va finalement le pousser, si on veut, vers le rivage, ça n'a pas été fait qu'aux îles Féroé, c'est dans toutes sortes de nations nordiques, y compris au Groenland, donc certainement chez des populations autochtones. D'ailleurs, j'ai lu que ça se pratique encore au Groenland, mais je pense que c'est probablement, justement, on en discute moins, probablement par peur des réactions à l'international que ça l'aurait de discriminer cette coutume-là si ce n'était pas
des hommes européens blancs qui vivent dans une nation moderne. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se permet davantage de critiques justement parce qu'on les voit, c'est-à-dire la plupart des critiques viennent de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, donc ils les voient un peu comme leurs semblables. Puis en fait, c'est ça, finalement, c'est ce qu'on a essayé de mettre de l'avant, c'est que dans les années 80, comme j'ai mentionné, il y avait plusieurs critiques envers la chasse aux phoques des Premières Nations, puis des Inuits, et finalement, c'est un peu ce que les Féroïens ont tenté de faire, de montrer qu'ils étaient un peu l'équivalent européen des Premières Nations, parce que justement, eux aussi n'étaient pas totalement intégrés au monde moderne, vivant encore en communion avec la nature, que pour eux, c'est un bon sens que les enfants soient en contact avec la nourriture qu'ils mangent durant tout le processus, qu'ils voient l'animal mort, au niveau des sens, les odeurs, les cris des animaux, tandis que finalement, on disait, non, vous les Européens, vous n'avez aucun contact avec l'animal, vous ne savez pas c'est quoi tuer un animal puis le manger ensuite. Donc, il y a certainement des rapprochements là, comme ça. Merci. Il y avait aussi une question de Karine. Est-ce que tu sais si les jeunes filles, femmes souhaitent mettre fin à cette situation genrée? Ça, justement, vraiment, là, je n'ai trouvé nulle part dans la littérature quelqu'un qui a creusé la question du genre. C'est justement, on m'a demandé si je voudrais aller sur le terrain. Ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. J'assume que, même si j'ai dit que c'est une société quand même relativement fermée, j'assume qu'il y a quand même ils sont quand même au même parti pour le même monde que nous. Il y a une université là-bas avec des échanges interculturels. Il y a une jeune population qui va souvent étudier en Europe puis qui revient. Donc, il doit s'imprégner quand même de toutes sortes d'idées féministes qui reviennent ensuite sur l'île avec ce bagage-là. J'ose croire qu'il va y avoir des contestations un jour ou l'autre qui vont ressurgir, mais pour l'instant, je crois que c'est encore très, très typiquement masculin. As-tu une idée? Est-ce qu'il y a des femmes dans le gouvernement, par exemple? Oui. Ouais. Oui, c'est quand même, c'est ça, c'est curieux qu'il y ait encore cette division-là dans la chasse, mais ailleurs, de ce que je vois, c'est pas nécessairement un pays où est-ce que les stéréotypes de genre sont nécessairement là, exacerbés. Puis, ils ont à peu près politiquement, ils suivent à peu près le reste des pays scandinaves. Là. Donc, c'est un pays quand même relativement progressiste avec beaucoup des mesures sociales très, voilà, très avancées. Oui. Assis. D'autres questions, commentaires? Sinon, je peux peut-être faire un mot sur les dilemmes éthiques sur le terrain. Oui. Parce qu'il y a ça aussi avec le GRIN. La plupart des anthropologues vont prendre le camp des Féroïens. C'est-à-dire parce que les personnes qui vont sur le terrain, habituellement, on voit dans les articles qu'il y a vraiment une défense de cette tradition-là, puis on souhaite montrer que ces gens-là, c'est pas tout simplement des barbares, puis... Par contre, après ça, quand on a des articles qui viennent, par exemple, de sociologues ou qui viennent de l'extérieur, mais c'est là où est-ce qu'on voit les critiques se faire un peu plus intenses. Et puis, c'est de savoir est-ce qu'on peut vraiment étudier le phénomène sans prendre un camp? C'est difficile, en tout cas. J'ai lu un article où est-ce qu'on y va avec l'approche ontologique, puis on dit, en fait, les militants de Sea Shepherd sont dans un autre cadre ontologique où est-ce que les animaux sont vus comme au même titre que des êtres humains, puis les Féroïens sont dans un autre cadre ontologique et il n'y a pas de communication qui est possible. Puis l'auteur refuse de prendre position en disant que les positions sont irréconciliables, mais qui sont comme dans deux champs qui ne peuvent pas communiquer et qu'on ne peut pas nécessairement comparer. Mais c'est vraiment difficile pour... j'ai trouvé très peu de recherches qui se voulaient neutres, en fait. Si on peut croire que c'est possible, en fait. Une chose que je trouve intéressante, c'est un peu superficielle, mais c'est qu'il y a une sorte d'hiérarchie de peuples
qui sont appréciés ou pas. Les Tibétains, par exemple, et qui sont appréciés ou stigmatisés sur le plan international. Et il y a aussi une hiérarchie d'animaux. Alors, on trouve normal de manger les porcs et horrifiant de manger les baleines. Mais il n'y a rien de scientifique à la base de tout ça. Ce sont des stéréotypes qui infusent le discours international au sujet de coutumes comme le crin, justement. Ouais. Autre questions, commentaires, ajouts des conférenciers? Et je pense que si on arrive à la fin de notre discussion, on pourrait doucement remercier toute l'équipe et puis les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. C'est sûr que on est dans un pic aussi du CADA, on est au 3e jour, puis quand c'est en ligne, là, c'est un petit peu... c'est toujours pareil, là, les 3e jours, parfois, il y a un petit peu moins de personnes, mais quand même, on vous remercie beaucoup pour votre participation, Vincent, Viken, puis merci Deirdre d'avoir participé puis donné de votre temps. Je l'ai trouvé très, très stimulante. Moi aussi, je remercie l'équipe et les conférenciers et tout le monde qui a participé à la discussion. Je trouvais une belle façon de passer la matinée. Et merci à tous et à toutes. Puis je vous invite à vous reconnecter à 14h cet après-midi pour la 2e conférence qui sera donnée dans le cadre du colloque par Francine Saillant de l'Université Laval, suivie d'une discussion animée par Bob White du département d'anthropologie de l'UDM. Donc rendez-vous à 14h. Puis merci à tous et à toutes pour votre participation.